Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de ce que j'ai aimé au mois de mai. Au programme, on va avoir une série incroyablissime et vraiment, je vous dois une fière chandelle sur ce coup-là. Un produit capillaire, non pas un, mais 2 jeux de société, un petit peu de skincare, de la lecture pour les petits et pour les grands. Et je vous parlerai aussi d'une recette que j'ai découverte, alors est-ce que je peux dire que je l'ai créée? Oui et non, pas vraiment, mais bon bref, on va en parler. Donc si vous êtes enthousiasmé à l'idée de m'entendre parler de toutes ces merveilleuses choses, je vous invite dès à présent à liker cette vidéo. Si vous voyez le petit truc de boost, bah écoutez, n'hésitez pas à booster, hein, et si jamais ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus tarder, allons-y. Vous savez quoi? Je vais commencer par la beauté, et je vais commencer immédiatement avec ce produit que j'ai découvert au mois de mai. Je lui ai dédié un reel, enfin plus exactement j'ai fait une sorte de crash, enfin c'est même pas une sorte, j'ai totalement fait un crash test sur Instagram. Le gel définisseur de boucle de chez Olaplex, le produit numéro 10, alors Olaplex, je sais pas trop pourquoi, j'aime pas trop ce système, ils donnent des numéros en fait à tous leurs produits, je trouve pas ça génial. C'est donc un gel qui est prévu pour fixer les ondulations, mais qui promet aussi de réparer, de renforcer, donc de définir les boucles, hein, ça on l'a déjà dit, de contrôler les frisottis, et ce pendant 72 heures. Alors moi j'ai utilisé, vous le savez peut-être, hein, pendant très longtemps, le Curl Gel de chez Cut by Fred. Pendant très longtemps, j'étais relativement satisfaite, mais c'est vrai que à un moment, je suis arrivée à un stade où je me disais bon, la fixation est pas optimale. Moi, j'ai les cheveux texturés, mais j'ai surtout ce que j'appelle la boucle molle, c'est-à-dire voilà, c'est de l'ondulation, c'est un peu de la boucle, c'est un truc qui est assez peu défini. Alors il y a peut-être des personnes là qui passeront par ici et qui seront capables, juste en regardant mes cheveux à travers cette vidéo, de me dire oui, tu as un type de cheveux. Vous savez, les types de cheveux, on utilise en fait un numéro et une lettre, genre 2A, 3C ou que sais-je. Alors moi, je n'ai aucune idée de où je me situe. Mais ce que je sais par contre, c'est que fixer mes ondulations, c'est vraiment pas facile. Et en règle générale, moi, j'ai un super rendu juste après le shampoing, donc le premier jour. Et dès le lendemain, ça commence vraiment à se casser la gueule. Alors, c'est ce que je dis toujours, moi, mon goal dans la vie avec mes cheveux, c'est pas forcément d'être extrêmement bien coiffée. Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu lâché prise depuis maintenant de très nombreuses années. Mais bref, au bout d'un moment, j'étais plus hyper satisfaite en fait. Enfin, c'est pas que j'étais plus satisfaite du curl gel, mais je pense que le produit était pas assez bien adapté à ma nature de cheveux. Je suis passée ensuite à un gel de chez Bouclem. Je ne sais plus le nom, mais je vous mets une image, je crois que c'est le flacon jaune. C'était déjà un petit peu mieux. Et écoutez, fin avril, je me dis, tu sais quoi, je vais tester un truc qui ne verse absolument pas dans le naturel. Je me baladais sur je ne sais absolument plus quel site et je tombe sur ce produit de chez Olaplex. Et vous l'avez compris, je me dis, tu sais quoi, vas-y, let's go. Et alors, vraiment, une grosse réussite. Ce gel est super. Il a une texture qui est assez épaisse, on est vraiment sur une texture qui est assez collante. Je vous mettrai, en même temps que je vous en parle, les images du reel que j'ai tourné, où je vous montre un petit peu cette texture, vous voyez, entre les doigts, ça fait un petit peu des fils, donc on est réellement sur un gel, alors que typiquement, si on prend le curl gel de chez Cut by Fred ou le gel de chez Bouclem, que j'ai utilisé aussi pendant pas mal de temps, on est sur des textures qui sont un petit peu plus fluides, un petit peu plus gélifiées. Et long story short, comme on dit dans le Kentucky, j'ai testé ce gel une fois, j'ai été immédiatement conquise. Vraiment, je le trouve absolument fabuleux sur mes cheveux. Il fixe très bien mes ondulations. J'arrive à les conserver en bon état, entre guillemets, beaucoup plus longtemps qu'avec les gels que j'utilisais précédemment. Pardon. Moi, j'ai pas mal de cheveux, mais ils sont assez fins, donc je dois faire très attention à la quantité aux produits, que ce soit au niveau du nombre, comme au niveau en fait de la quantité de produits que j'utilise. Il faut vraiment que je fasse très attention parce que je peux très rapidement avoir les cheveux alourdis. Là, c'est absolument pas le cas. Vraiment, j'ai les cheveux qui sont hyper légers. Néanmoins, il a un effet que j'adore, qui est qu'il apporte une espèce de corps comme un petit un grip, vous voyez, à mes cheveux. Donc, je vous parlais, je sais plus dans quelle vidéo je vous parlais ça, mais j'ai testé un duo shampoing et après shampoing de chez Pantene. Si je me souviens bien, je vous mettrai les images. Et j'ai détesté ce duo parce que ça a rendu vraiment mes cheveux extrêmement lisses. Moi, à mon sens, ça me rendait les cheveux complètement mous. Par contre, je tiens quand même à le dire, j'ai passé les trucs à ma fille qui, elle, a les cheveux beaucoup plus lisses que moi et aime avoir les cheveux très lisses. Et alors elle, pour le coup, elle adore. Donc voilà, je pose ça là. Si jamais vous avez les cheveux lisses et que vous aimez avoir les cheveux vraiment brillants, soyeux, de l'espèce de... Voilà, une crinière de licorne comme ça, potentiellement, ça peut être une piste, ces produits de chez Pantene. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est avoir des cheveux qui ont un petit peu de corps. Et c'est totalement ce que j'obtiens avec ce gel. Je suis fan, je suis ravie
de cette découverte, parce que si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire que vous avez des ondulations, les cheveux vaguement bouclés comme ça, mais pas vraiment, je trouve ça tellement galère. En plus, moi, ça me coûte un petit peu de passer beaucoup de temps à m'occuper de mes cheveux, alors que pourtant, j'adore avoir des beaux cheveux, enfin, globalement, comme à peu près tout le monde, hein. Donc, je pense qu'au niveau de la technique, notamment quand j'applique mon gel sur mes cheveux qui sont encore humides après les avoir lavés, je pense qu'il y a des trucs que je pourrais améliorer. Je pense qu'une fois de plus, il y a des techniques, alors, soit que je connais pas, soit que j'ai déjà vu passer, mais que, enfin, vous savez, c'est rentré par un œil, c'est ressorti par l'autre. On n'est pas à l'abri, néanmoins, étant donné que je suis quand même un peu à fond, là, dans ma période de cheveux, au niveau des soins. J'utilise des sérums, des trucs, enfin voilà, je suis vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'explore beaucoup ces derniers mois. Donc on n'est pas à l'abri que j'upgrade encore, que j'améliore, voilà, c'est ça le mot que je cherche en français, que j'améliore encore ma routine cheveux, que je découvre des techniques incroyables et que je me retrouve avec des ondulations qui soient encore plus fabuleuses que ce qu'elles ne sont déjà. Alors, enfin, là je dis pas qu'elles sont fabuleuses, bon, notamment parce que je vous avoue, je me suis lavé les cheveux ce matin, je vous avoue que j'ai fait ça un peu à la va-vite. Donc c'est pas incroyablissime. Par exemple, dans mon reel, vraiment, le résultat sur mes cheveux est dinguissime. Là, c'est un peu plus brouillon, mais si je me donne vraiment du mal, voilà l'effet que je peux avoir, quoi. Notamment, enfin vraiment, en une immensissime partie, grâce à ce gel. J'en ai déjà parlé, j'ai l'impression, excessivement longtemps. Donc, le gel Olaplex numéro 10, un vrai bonheur. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de cette petite trousse merveilleuse qui vient de sortir chez On The Wild Side. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec On The Wild Side. Une fois de plus, on les remercie. J'aurai évidemment un code promo, alors que je vous donne un petit peu plus tard, mais bon, alors très régulièrement, hein, je vois vos DM sur Instagram où vous me demandez si j'ai pas un code, etc. Bon bah écoutez, c'est le moment, hein. Alors il y en a de façon assez régulière, hein. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que on travaille depuis très longtemps ensemble, hein, avec On The Wild Side. Et donc dernièrement, ils ont sorti cette petite trousse découverte que je trouve absolument fabuleuse. Premièrement parce qu'elle réunit des produits, enfin pour certains que j'adore, auxquels je suis fidèle depuis des années, je sais pas, genre 5, 6, enfin je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps, mais vraiment depuis très longtemps. Et deuxièmement parce que c'est une petite trousse qui coûte 35 €. Je trouve que c'est un tarif très abordable et je trouve ça très bien de leur part et très malin en fait de proposer cette petite trousse découverte parce que si vous connaissez pas On The Wild Side, on est vraiment sur une marque qui est très exigeante. On est sur des produits qui sont certifiés bio, qui sont naturels, qui sont fabriqués en France. Il y a des actifs brevetés à l'intérieur. C'est vraiment une très belle marque qui a de superbes intentions. Néanmoins, voilà, on va pas faire genre, les produits sont quand même assez coûteux. Donc, évidemment, alors moi, je vous en parle, je sais pas, je prends l'exemple du baume contour des yeux, je vous en parle depuis... Est-ce qu'on n'approche pas de la décennie? Je ne sais pas, mais je suis dithyrambique sur le truc. Alors évidemment, vous pouvez me faire une confiance aveugle, mais n'oublions jamais, comme le dit notre amie Sonia, que j'embrasse, hein, si elle passe par là, toutes les peaux sont différentes. C'est pas parce que j'adore un produit que forcément vous allez l'adorer. Et moi, j'entends que parfois ce soit difficile de lâcher 30, 40, 50 € dans un produit sur les simples recommandations d'une personne. Du coup là, je trouve que c'est l'occasion parfaite. Si jamais vous êtes tenté par On The Wild Side depuis, je sais pas, vous m'entendez en parler depuis des années, mais vous avez jamais sauté le pas, vous hésitez parce que peut-être vous trouvez ça un petit peu trop coûteux et que vous avez peur, en fait, ce qui est totalement entendable, hein, vous avez peur de vous foirer, enfin pas de vous foirer, mais d'acheter un produit et qu'en fait au final il vous convienne pas. Ça peut être une super bonne option. À l'intérieur, très rapidement, hein, je vais pas m'étaler sur les produits, mais vous avez une miniature, alors qui fait quand même 25 ml, et je tiens à dire, juste petite parenthèse, que c'est un produit qui est très économique. Moi, je l'utilise tous les matins depuis des années et je me demande honnêtement si je fais pas une année entière avec un flacon, tant le truc est économique. Donc vous avez une miniature de la gelée nettoyante, une miniature du fluide de jour, une miniature du baume de nuit et une miniature du baume contour des yeux. Sachant que là aussi, alors c'est une petite miniature, mais c'est un produit qui est si efficace et si bien formulé que vraiment tu en utilises un grain de riz pour chaque contour des yeux, tu vois. Le tout pour un tarif qui est quand même très raisonnable, donc je le redis, c'est potentiellement là le moment ou jamais de donner sa chance au produit On The Wild Side. Et je vais vous parler très rapidement d'un produit que j'ai commencé à utiliser il y a pas très longtemps, et on se faisait la réflexion avec mon agente. Contre toute attente, je n'avais jamais testé chez On The Wild Side, mais ils l'ont reformulé il y a pas longtemps, et du coup ils me l'ont envoyé pour que je le teste, et j'adore ce truc. Avant ça, je vais juste vous donner le code promo, comme ça je suis certaine de ne pas oublier. Le code Colline,
pas de surprise, hein, qui vous offre moins 20% sur tout le site d'On The Wild Side. Alors, il est juste pas valable sur la petite trousse parce qu'on est déjà sur un prix qui est très, voilà, qui est très très bas, hein, tout simplement. Et sur ce qu'ils appellent les rituels à prix doux, donc en gros, les petits lots qui sont déjà automatiquement remisés. Mais sinon, moins 20% sur absolument tout le reste. Il est valable une semaine à partir de la date de publication de cette vidéo. Et par-dessus le marché, si vous dépensez plus de 75 € chez On The Wild Side, sachez que la petite trousse découverte est offerte. Donc je sais pas, imaginons vous êtes déjà habitué de la marque, vous avez vos absolus, vous passez votre petite commande pour refaire du stock, vous utilisez le code de moins 20%, en prime vous recevez la trousse découverte que vous pouvez offrir à votre mère, votre cousine, votre oncle, qui vous voulez. Et pour finir très rapidement, parce que c'est quand même une très très belle découverte, hein, après toutes ces années. J'ai commencé à tester la crème de jour de chez On The Wild Side, donc ça fait quelques temps maintenant, et je suis complètement conquise par cette crème. Moi, j'ai toujours un petit peu l'a priori, notamment quand on est chez des marques certifiées bio, naturelles, comme chez On The Wild Side, j'ai toujours cette petite crainte que les crèmes soient un petit peu trop riches, qu'il y ait un petit peu trop d'huile, enfin qu'on soit, voilà, même au niveau de la sensorialité, c'est vraiment totalement un a priori débile, hein, que j'ai, mais bon, toujours est-il que je l'ai, donc voilà, je suis juste honnête avec vous, quoi. Mais ils l'ont reformulé il y a pas très longtemps. J'ai vu notamment Elisa de chez Edieu Créa. Je crois que ça fait 2 fois que je vous parle d'Elisa en l'espace d'un mois là. Écoutez, j'adore cette femme. Donc j'ai vu Elisa en parler et du coup quand je l'ai reçue, ça m'a vraiment donné envie de la tester. Alors écoutez, cette crème est fabuleuse. C'est une crème actuellement qui est extrêmement bien adaptée à ma peau parce qu'en ce moment il fait pas très chaud. Moi j'ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation et aussi une tendance à la sécheresse parce que j'utilise des rétinoïdes qui sont assez puissants et qui parfois en fait tout simplement dessèchent la peau. Donc j'ai encore besoin en ce moment la journée de mettre une crème qui va être bien hydratante, assez enveloppante, sans pour autant tomber dans un truc complètement gras. Et vraiment la formulation de cette crème est incroyable. Je l'ai mise ce matin, j'ai encore mis mon SPF par-dessus, donc j'ai quand même pas mal de choses sur le visage. Il est présentement 14h25. Vous voyez, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir la peau ultra luisante, ultra grasse. Vraiment, la formule, honnêtement, j'ai été assez bluffée, je vais pas vous mentir. Je trouve que la formule est ultra supra méga réussie. Elle a une odeur en plus qui est tellement agréable, comme tous les produits On The Wild Side, sauf le contour des yeux, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas parfumé. Elle contient évidemment les actifs On The Wild Side qui sont brevetés, qui sont vraiment des actifs régénérants. Il y a aussi des céramides à l'intérieur, donc ça permet de renforcer la barrière cutanée. Et c'est vraiment une crème qui hydrate et qui nourrit de façon, je trouve, très efficace, enfin tout le moins sur ma peau et à cette période en fait là de l'année. La texture est extrêmement fondante. Moi je trouve qu'elle ne laisse pas du tout de film gras, mais juste en fait ce petit glow sur la peau qui est magnifique. Bref, vraiment un banger, comme on dit maintenant. J'essaie d'intégrer ce mot à mon vocabulaire pour avoir l'air jeune. Voilà, sachez-le. Et si jamais j'ai encore 2 petites recommandations pour vous, si vous connaissez pas encore la marque, si voilà, je sais pas, vous êtes fan de skincare, vous avez envie de tester des trucs, le sérum au collagène vegan. Donc là vraiment je suis au bout du bout de mon petit flacon. Alors je pense que je vais pas continuer à l'utiliser cet été et que je le retrouverai au moment de l'automne, hein, quand les températures descendront un petit peu, mais ce sérum, je pense que c'est mon 3e ou mon 4e flacon. Il a fait une entrée fracassante dans ma vie, je l'adore. C'est un sérum donc qui contient du collagène vegan. Il a un effet hydratant qui est incroyablissime, tout en ayant ce petit côté, je trouve, enveloppant, qui est extrêmement agréable. Et on le répétera jamais assez, hein, vraiment la base d'une routine, si tu veux. Moi, si je dois dire, allez, 3 piliers pour prendre soin de sa peau, tu la nettoies, tu l'hydrates, vraiment, très important, et tu la protèges du soleil. Voilà. Passer ça, le reste, genre je vais pas dire que c'est superflu, mais vraiment pour moi ça c'est les 3 piliers absolument indispensables. Donc si actuellement vous êtes à la recherche d'un nouveau sérum, quelque chose qui soit au niveau de la sensorialité hyper agréable, qui soit extrêmement bien hydratant, très agréable à utiliser, celui-ci est génial. Bon, je vous ai parlé rapidement du baume contour des yeux. Voilà, bon, meilleur contour des yeux de toute ma vie. Ne nous attardons pas dessus. Et je termine parce que là, ça va devenir très à propos. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je vous déroule un petit peu toute ma skincare au corps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Et je vous parlais notamment, parce que ça, c'est un de mes indispensables de l'été, de l'huile pour le corps, qui est une merveille. C'est une huile qui sent la fleur d'oranger. L'odeur est absolument délicieuse, tellement bien réussie. C'est une huile qui est extrêmement bien hydratante et nourrissante, mais qui, par je ne sais quelle sorcellerie, ne laisse
quasiment pas de film gras sur la peau, c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo, moi j'ai vraiment tendance à la porter en été parce que elle a le fini sur la peau est tellement agréable que même en été, quand il fait chaud, tu vois, que tu transpires, et ben en fait ça se passe hyper bien. Je le redis, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. Pourtant, une fois de plus, il n'y a que des trucs naturels, des huiles végétales à l'intérieur. Bon, ça vraiment, pour l'été, une merveille. Je passe à la suite, je crois que je me suis un peu étalée, je suis navrée, avec 2 livres alors, radicalement différents. Je vous le disais dans l'intro, il y en a un pour les adultes et un... Alors, est-ce que l'autre est vraiment uniquement que pour les enfants? Je suis pas certaine, mais toujours est-il que c'est un des livres de mon fils qu'on a découvert au mois de mai et pour lequel j'ai eu un immensissime coup de cœur et je crois vraiment mon fils aussi. Vous savez quoi, je vais commencer par celui-là, comme ça ce sera fait. Le livre en question, c'est celui-ci, il s'intitule Les Incroyables ou Les Enfants les plus étonnants que j'ai rencontrés. C'est un livre de Clotilde Perrin, une autrice de littérature jeunesse dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce livre est fabuleux. Il est... Oh, écoutez, bon, j'essaie de pas trop m'étaler, hein, parce que ça reste quand même assez niche et je pense pas que ça va intéresser tout le monde. Alors si ça vous intéresse pas, vraiment, n'hésitez pas à sauter, hein, aller à la catégorie suivante. J'essaierai de penser à vous faire des petits chapitres. Mais donc, dans ce livre de Clotilde Perrin, on retrouve... Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Bon, alors je ne vois plus l'écran, donc j'espère que je suis dans le cadre. En fait, on retrouve le portrait de tout plein de types d'enfants différents. Et comme vous le voyez sur les images, on n'est pas sur un truc très... réaliste. Là, par exemple, on a l'enfant diamant, l'enfant herbe, l'enfant ressort. Donc, bon, déjà de base, je trouve que c'est trop bien fait parce que ce côté petite fiche illustrée avec plein d'infos, je sais pas. Je vais prendre l'exemple de l'enfant gribouillage, hein, très rapidement. C'est hyper cool parce que, alors, vous avez toujours un petit texte de description sur l'enfant en question et après, vous avez plein de petites infos comme ça qui sont dispatchées sur l'entièreté de là où les pages, parce que t'en as parfois qui sont sur en fait la double page. Et par exemple pour l'enfant gribouillage, dans la catégorie lecture et mathématiques, il est écrit: ce n'est vraiment pas ce que je préfère, mes cahiers sont remplis de gribouillis. Dans ma chambre, c'est un grand fourbi, je déteste ranger. Et donc c'est ça pour l'entièreté de tous ces enfants là, absolument incroyables, alors qui évidemment dans l'absolu n'existent pas. Mais moi il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée dans ce livre et qui est en fait que il y a certains enfants, typiquement, quand je lis leurs traits de personnalité, leurs caractéristiques, ce qu'ils aiment pas, etc., en fait, ça me fait forcément penser à mes propres enfants. Et même si c'est des trucs qui sont, une fois de plus, hein, qui n'ont pas de sens, parce que un que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait quand même pas mal penser à mon fils, c'est l'enfant électrique, donc c'est vraiment un gosse qui est un peu à fond de balle constamment, tu vois. Et j'ai oublié où je voulais en venir avec cette phrase. J'étais en train de dire que à bien des égards, même, oui, donc si une fois de plus, voilà, c'est ça, on n'est pas sur des caractéristiques et sur des types d'enfants concret. Voilà, un enfant électrique avec les cheveux hirsutes qui peut par exemple allumer des appareils électriques avec son doigt. On est d'accord que ça n'existe pas, mais il y a quelque chose de très réel et j'ai un peu de mal à verbaliser en fait ce que je ressens par rapport à ce livre, mais je le trouve magnifique parce que pour moi c'est un peu comme une ode à la diversité et à la différence. Et je pense que les enfants, quand ils lisent ce livre ou quand on leur lit, ils peuvent se reconnaître dans ces enfants qui une fois de plus n'existent pas, quoi, mais qui sont tous géniaux, voilà, à leur façon. Et pour ne rien gâcher, moi j'adore les illustrations, je les trouve trop belles. Je suis très fan, moi, de littérature jeunesse. Alors j'en achète un peu moins maintenant parce qu'on essaie plutôt d'aller à la médiathèque et d'emprunter des livres, mais c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que moi j'aime bien avoir en fait les beaux albums, les beaux livres, et je trouve que la littérature jeunesse, il y a une offre mais incroyable. Il y a tellement d'auteurs qui sont mais si doués. Enfin, c'est vraiment un univers que j'adore, et si je me retenais pas, je pense que mon fils aurait un mur entier de sa chambre rempli de bouquins. Regardez-le, celui-là qui traîne dans le fond, il y en a peut-être parmi vous qui l'auront reconnu. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai commencé, terminé, dézingué le dernier Fred Vargas. J'ai été une grande lectrice pendant longtemps, notamment quand j'étais ado et qu'on n'avait pas d'iPhone.
ni de Internet d'ailleurs. Je lisais énormément quand j'étais ado, j'ai continué à pas mal lire quand j'étais jeune adulte, et là ces dernières années j'ai complètement... Alors c'est pas que j'ai lâché la rampe, c'est juste que je me tourne vers d'autres activités, pardon. Mais alors s'il y a une auteure dont je ne peux pas louper en fait une sortie, c'est vraiment Fred Vargas. Ça fait, je pense, peut-être pas loin de 20 ans que je connais Fred Vargas. J'ai lu, alors j'allais dire j'ai lu tous ses bouquins, figurez-vous que non, on en reparlera rapidement après. Donc je pensais avoir lu tous ces bouquins. Alors c'est une auteure extrêmement talentueuse, on lui attribue d'ailleurs la création en fait d'un genre littéraire qui s'appelle... j'espère que je vais pas me tromper, reprenez-moi dans les commentaires si jamais, mais qui s'appelle le rom-pol, et qui est en fait un mélange entre le roman et le polar. Et si vous connaissez pas du tout Fred Vargas, il faut savoir qu'une de ses particularités, spécialités, je sais pas comment dire, c'est dans quasiment tous ses ouvrages de nous faire retrouver les mêmes personnages, notamment le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, qui est un personnage... fabuleux, que vraiment j'aime d'un amour profond et intense. Et donc j'ai beau ne plus du tout lire là, depuis quelques années, quand j'ai découvert qu'il y avait un nouveau Fred Vargas qui était sorti, en fait je me suis quasiment ruée pour l'acheter, et je pense que je l'ai lu en une semaine, sans aucune forme de surprise. J'ai adoré. J'ai trouvé comme d'habitude que l'enquête et le déroulé en fait de l'histoire sur ces combien il fait, à peu près 500 pages, était extrêmement bien foutu. Alors après il faut savoir que moi je vais dire un truc, parce qu'en fait je repense à un DM que j'ai reçu d'une abonnée et qui réagissait donc au fait que j'avais attaqué ce dernier Fred Vargas, et qui me disait qu'elle avait été un petit peu déçue, qu'elle trouvait que l'auteur était un petit peu moins inspiré et qu'elle n'avait pas énormément accroché avec ce nouveau roman. Alors écoutez, moi vraiment j'ai plongé dedans, je n'ai plus su m'arrêter. Mais, et c'est ça que je voulais dire, je suis quand même globalement très bon public, ne l'oubliez jamais, hein. Ce qui, je considère pas ça comme un défaut, hein. Je trouve même que c'est plutôt une qualité, parce que du coup, globalement, je suis rarement déçue, ce qui est très agréable. Alors il y a quand même un moment où j'ai failli avoir une énorme déception, où j'avais un soupçon sur l'auteur des crimes qu'on découvre en lisant ce livre. Et en fait, à un moment, j'ai cru que l'auteur des crimes était un personnage en particulier, que je trouvais un petit peu suspicieux depuis le début, et j'étais là, oh mais non, mais si c'est ça. Franchement, ça aurait été ça, je crois que j'aurais été mais tellement déçue. Il s'est avéré que ça n'avait absolument rien à voir, et que, bon, moi, comme je suis toujours un petit peu à côté de mes pompes, je n'ai rien vu venir. Donc la fin, les dernières pages, au moment du dénouement, j'étais mais telle une... J'étais comme ça dans mon bouquin, je n'en pouvais plus. Et une fois de plus, vraiment, moi, j'ai trouvé ça absolument brillant. Je pose ça là, une unique lueur, un très bon bouquin que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Au point où, quand je l'ai terminé, je vous jure, j'ai ressenti une espèce de sentiment de vide intense et profond. Je me suis dit, mon Dieu, je n'ai plus... Quand est-ce que je vais retrouver tous ces personnages que j'adore et que je suis, entre guillemets, depuis des années? Je vous jure que ce que j'ai ressenti, c'était assez incroyable. Je pense pas que j'avais déjà ressenti ça dans ma vie par rapport notamment à un livre. Et du coup, j'en parlais avec mon mec, je disais, ouais, mais je suis complètement dépitée d'avoir terminé mon bouquin. Et il me disait, mais t'es sûre que tu les as tous lus? Et je lui dis que, ouais, normalement, je suis quand même assez fan de Fred Vargas, normalement, je les ai tous dézingués, quoi. Mais dans le doute, je vais me chercher une petite liste sur Internet, et là, je découvre que je suis passée à côté de certains livres. Alors, je vous raconte pas la vitesse avec laquelle je suis allée les acheter, notamment, et je ne crois pas que ce soit le tout premier livre de Fred Vargas, mais il me semble que c'est le tout premier en fait roman dans lequel apparaît Jean-Baptiste Adamsberg, donc notamment L'homme au cercle bleu. Alors je l'ai commencé, vous voyez, j'en suis vraiment pas très loin, je l'ai commencé hier soir. Je suis pas certaine que je ne l'ai jamais lu. Pour le moment, ça ne m'évoque rien. Je trouve quand même ça un petit peu bizarre que je ne l'ai jamais lu. Il y en a d'autres dans le tas, c'est sûr et certain que je les ai jamais lus, parce que même le titre en fait ne m'évoque rien. Là,
J'ai un petit doute, alors potentiellement en plein milieu du bouquin, tout va me revenir et je vais me dire ah bon bah voilà, alors c'est pas grave, hein, j'irai quand même au bout. Et je tenais quand même à dire, parce que ça m'a vraiment marqué, parce qu'il faut savoir que je crois que celui-ci, reste là s'il te plaît, il est sorti dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur vraiment ce qui fait partie des tout premiers romans de Fred Vargas, versus celui que j'ai terminé juste avant, Une unique lueur, qui est sorti cette année en 2026. Et je dois bien avouer que j'ai été assez stupéfaite par le changement de style d'écriture. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, déjà, dans Une unique lueur, j'ai eu un ressenti un peu bizarre. Alors ça faisait vraiment des années et des années, depuis la sortie précédente, que j'avais pas lu un Fred Vargas, puis vous savez que j'ai une mémoire déplorable, donc voilà. Mais il y avait quelque chose, notamment dans la façon de s'exprimer des personnages, de tous les personnages, que je trouvais un peu, je sais pas, je me disais, tiens, enfin ça me plaisait moyennement, mais encore une fois, je suis pas difficile, je suis ultra fan de Fred Vargas, j'étais tellement contente de retrouver Jean-Baptiste Adamsberg et toute sa team que bon bah voilà, j'ai vraiment fait fi de ce petit détail. Et je dois bien avouer qu'en commençant L'Homme au cercle bleu, qui a été écrit il y a quand même plusieurs décennies, j'ai quand même remarqué une nette différence dans le style d'écriture. Je sais pas si c'est moi, si je m'invente des trucs, mais vraiment ça m'a marqué. Je suis très mauvaise pour parler de littérature, de bouquins, parce que c'est pas... il n'y a pas besoin que ce soit un domaine d'expertise, mais une fois de plus, je lis très peu. J'ai pas de connaissances, j'ai pas le vocabulaire, les termes, etc. Mais il y a quelque chose là de tellement happant dans le style d'écriture. Ça m'a vraiment marqué. Il faut que j'arrête de m'étaler tellement longtemps. Lisez Fred Vargas, si vous ne connaissez pas, vraiment, allez-y, c'est génial. Mon favori suivant, c'est une recette dont je suis pas vraiment la créatrice. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs que j'ai rencontrés au cours de ma vie là, ces dernières années, ces derniers mois. Alors, vous savez sûrement que je suis en plein protocole Low FODMAP depuis le début de l'année. On va pas s'étaler sur le sujet ici, mais ça devient vraiment extrêmement difficile pour moi, tout ce truc-là. Et au niveau de l'alimentation, de la variété, des recettes que j'ai à m'apporter, ça devient vraiment difficile là ces derniers temps. En fait, j'aurais tendance à dire que je suis tout doucement en train de perdre une quantité assez conséquente de l'intérêt que je porte au repas et à la nourriture, parce qu'en fait je n'en peux plus de bouffer tout le temps la même chose, d'avoir toutes ces restrictions, etc. Néanmoins, au milieu de tout ça, il y a une recette que je fais maintenant depuis plusieurs semaines et que j'adore et que j'ai, je pense, j'ai presque envie de dire masterisé. Et c'est... Et là, je réalise que j'ai même pas une vieille photo à vous montrer. Bon, bah peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, de toute façon, j'en referai une, c'est sûr et certain. J'essaierai de penser à vous faire une photo. Et en même temps, en photo, c'est vraiment pas vendeur. Mais si vous avez déjà testé mes recettes, normalement, vous savez qu'en règle générale, alors c'est toujours très moche, mais la plupart du temps, c'est quand même très bon. Et donc, cette petite galette, sarrasin, courgettes, carottes, une merveille, et c'est vraiment dans le paysage alimentaire, j'ai même envie de dire dans le désert alimentaire qui est ma vie ces derniers mois, c'est vraiment genre l'oasis, tu sais, que tu vois comme ça au fond, à l'horizon. Le principe est très simple, je prends de la farine de sarrasin, je râpe quasiment dans la même quantité carottes, courgettes, je sale, je poivre, je rajoute un quart de cuillère à café. Alors, vous savez quoi, je vous résumerai la recette dans la barre d'infos. Donc, je mets un quart de bicarbonate de soude pour que ça gonfle un petit peu. Je rajoute aussi très souvent de la ciboulette que je taille comme ça, que je cisèle. Et ces derniers temps, et là c'est un peu favori dans le favori, je rajoute ce paprika fumé. J'ai acheté ça dans une petite épicerie fine à Orange, très exactement. Je me dis, tiens, du paprika fumé, je suis sûre que ça doit être trop bien. Mon Dieu, ce truc est délicieux. Alors, il en existe sûrement chez plein d'autres marques. Moi, j'ai celui de chez Nomi, N-O-M-I-E. Mon Dieu, c'est si bon. Si vous aimez vraiment le goût de fumée, non mais alors ça c'est une dinguerie, donc j'en rajoute toujours un petit peu dans ma galette. Je rajoute, j'ai failli oublier parce que vraiment si tu rajoutes pas, donc un œuf et un peu de lait, ça te donne juste
un truc un truc poussiéreux qui vraiment doit pas être agréable du tout à manger. Donc je rajoute évidemment un œuf et un petit peu de lait. Donc en fonction, bon, je vous mettrai des quantités dans la barre d'infos, mais dites-vous qu'à la fin, il faut vraiment que ça ait comme la consistance d'une pâte à pancake. Je fais cuire ça dans une poêle huilée. Je fais cuire à feu assez bas parce que la carotte, ça prend toujours un petit peu de temps à cuire. Donc vraiment, feu assez doux. J'essaie toujours de mettre un couvercle aussi parce que je trouve que la chaleur en fait se diffuse, se répartit mieux. Avec le bicarbonate, la galette va vraiment gonfler en fait. Ça te fait c'est entre la galette et le pancake. Et quand je vois, comme pour les pancakes, que sur le dessus, ça commence à être un petit peu cuit avec des petites bulles, je retourne ma galette, je remets le couvercle, je laisse cuire encore voilà, quelques minutes. Ensuite, je rajoute par-dessus de la ricotta. Ou parfois, quand j'ai pas de ricotta, je mets des espèces de fromage frais, genre Saint-Mauré, Kiri, des trucs comme ça. Il m'arrive parfois de rajouter encore de la ciboulette par-dessus. Je mets aussi très souvent des graines de tournesol et c'est extrêmement bon. Je vais avoir du mal à dire que c'est délicieux parce que parce que c'est très cool comme recette par-dessus le marché. Bon, si tu fais attention, notamment au niveau de la courgette, à la quantité, c'est une recette qui est low FODMAP. Mais je ne vous cache pas que si je pouvais, moi, je mangerais des tartines d'ail crues et des choses comme ça. Donc bon, la petite galette au sarrasin, c'est objectivement très bon, je mange ça avec beaucoup de plaisir, mais ça reste quand même quelque chose que je mange un petit peu par contrainte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pose cette recette ici. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui soit ont des problèmes digestifs infernaux dont elles n'arrivent pas à se sortir, soit qui ont identifié le problème et qui, comme moi en fait, ont une colopathie et essaient d'avoir une alimentation low FODMAP ou qui sont en protocole, etc. Donc vraiment, je vous donne cette recette. Testez-la, j'espère qu'elle vous plaira. Je passe maintenant à la série. Je vous disais au début de cette vidéo que je vous devais une fière chandelle et je persiste et je signe parce que ça fait littéralement des années que vous êtes, je pense, des dizaines, voire des vingtaines à me recommander cette série, à me dire « Colline, regarde cette série, tu vas adorer cette série, je suis certaine que tu vas aimer ». Pour vous donner une idée, alors, je pense... 9/10 de mes vidéos favoris, il y a quasiment toujours une série. À chaque fois que je parle de série, il y a des personnes qui viennent me parler donc de la série en question là dont je m'apprête à vous parler. La série n'étant autre que This Is Us. Il faut vraiment que je vous écoute plus souvent parce que cette série... Je vais vous lire le petit synopsis rapide de Allociné qui dit « Selon Wikipédia, en moyenne 18 millions d'êtres humains partagent le même jour d'anniversaire à travers le monde. Mais il existe une famille dispatchée entre New York et Los Angeles dont 4 des membres sont nés le même jour. Voici leur histoire, drôle et émouvante. » This Is Us, c'est donc l'histoire d'une famille, d'un couple de parents et de leurs 3 enfants. Du coup, qu'on va... alors, comment je vais réussir à raconter ça de façon concise? C'est une série qui est fabuleuse, qui tourne énormément autour des mêmes personnages, donc ce couple et leurs 3 enfants. C'est une série qui fonctionne aussi avec énormément de flashbacks, c'est-à-dire que... genre, je sais plus si ça commence, si quand elle commence, en fait, tu découvres les 3 enfants adultes, mais tu as donc toute une partie qui se passe, je dirais que c'est fin des années 2010, quelque chose comme ça, où donc les 3 enfants sont devenus des adultes. Et très régulièrement, il y a des flashbacks qui nous ramènent dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, où là, en fait, on retrouve les 2 parents, Rebecca et Jack, ainsi que leurs 3 enfants, mais qui sont à l'époque soit des bébés, soit qui sont, je sais pas, des enfants de 7, 8, 9, 10 ans, des ados, etc. C'est typiquement le genre de série que j'adore, qui déjà est bien foutu, je trouve, au niveau de la narration. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est bien foutu au niveau de la narration, mais moi, ces trucs de flashback, là, alors c'est sûrement complètement bidon, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que ça apporte beaucoup de... Ça apporte des grilles de lecture quoi, qui sont différentes, ça enrichit en fait les informations que tu as à propos des personnages. Les personnages sont... Oh, mon Dieu, je les aime tous, mais tellement, mais mon Dieu, Bon après, vous m'aviez prévenu, je peux pas faire genre, je suis surprise, quoi. Mais c'est quand même... Vraiment, je me souviens dès le premier épisode, j'étais là, ok... Nouvelle série préférée, vraiment une merveille. C'est une série qui parle de relations, qui parle de blessures, qui parle vraiment en fait d'humanité, de ce que c'est
d'être un humain, en fait, tout simplement, tout ce que ça implique, tout ce qu'on peut traverser comme épreuve dans sa vie, une fois de plus, les difficultés, les blessures, les relations, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit avec ses parents, que ce soit la relation de couple, ça parle de rencontres, ça parle d'amour, ça parle de... Enfin, vraiment, c'est une série qui est, je trouve, très riche émotionnellement. C'est une série qui est aussi très émouvante. Le casting est génial. Je le redis, hein, j'aime tous les personnages. J'aurais vraiment beaucoup de mal à vous dire quel est mon personnage préféré. Je tiens à dire... et c'est ça qui m'a décidé d'ailleurs, parce que dans mes favoris du mois dernier, je vous parlais de Paradise, qui est une série dont en fait, l'acteur principal, enfin un des acteurs principaux, un des personnages centraux, c'est Sterling K. Brown. Et moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet acteur donc dans Paradise. Et Sterling K. Brown est un des acteurs principaux dans This Is Us, et j'adore ce mec. On retrouve aussi Milo Ventimiglia, qui n'est autre que Jess dans Gilmore Girls, qui est un personnage que j'ai quand même pas mal aimé, moi, dans Gilmore Girls, même si... bon, voilà, on va dire que c'est pas la même vibe hein, que dans This Is Us, mais moi je le trouve excellent. Je le trouvais déjà très bon hein, dans Gilmore Girls. Après, il était jeune, hein, je pense qu'il avait peut-être quoi, une vingtaine d'années. Il joue un ado quoi dans Gilmore Girls. Dans This Is Us, franchement, je le trouve génial, je le trouve brillant. Enfin, tous les acteurs sont fabuleux, les performances sont... J'adore cette série, vraiment, je vous remercie d'avoir tellement insisté, de m'en avoir parlé tellement de fois. Je le redis, je vous dois c'est plus une chandelle que je vous dois, c'est vraiment un bras zéro. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je termine avec 2 jeux de société. Nous, en ce moment, c'est la folie des jeux de société. En fait, on est constamment en train de découvrir de nouveaux jeux de société qui sont trop bien, qui sont géniaux. En gros, à chaque fois qu'on va chez des amis, qu'on fait une soirée ou un truc, on revient avec 1 ou 2 nouveaux jeux de société à rajouter à notre collection. Alors, je vais commencer avec... je pense qu'il est assez connu, et en même temps, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu, et je le trouve mais trop bien. Le Skip-Bo, c'est les créateurs de Uno qui ont fait ce jeu. Ça vous surprendra peut-être pas trop, hein, en voyant la tête des cartes, on reconnaît quand même un petit peu la patte. Le Skip-Bo, c'est un jeu que j'adore parce que c'est un jeu... alors, où à la fois il faut avoir un petit peu de chance, mais où il faut quand même réfléchir, faire preuve de stratégie. C'est un jeu que j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez calme. C'est un jeu aussi dont on peut moduler la durée. Ça peut durer 15-20 minutes, ça peut être en fait beaucoup plus long. Je vais essayer de vous expliquer le principe très rapidement. Alors on va lire ce qu'il y a écrit derrière la boîte. Le défi, être le premier joueur à se débarrasser de toutes les cartes de son talon. Le hic, il faut s'en débarrasser dans l'ordre. On peut jouer à partir de 2 personnes, donc ça aussi c'est très cool. Chaque joueur reçoit un tas de cartes qui va être son talon. Alors dans le jeu ils disent qu'il faut en distribuer 20 ou 30 en fonction du nombre de joueurs, enfin je sais plus exactement. Nous, comme on n'a pas envie que les parties durent trop longtemps, on a plutôt tendance à se faire des petits talons de 15 cartes. Donc on a d'un côté son talon avec ses 15 cartes qui sont face cachée, on a ensuite 5 cartes dans sa main. Pour commencer la partie, chaque joueur en fait retourne la première carte de son talon. Celui qui a le numéro le plus bas commence la partie. Et en fait, le but du jeu, c'est donc de se débarrasser des cartes de son talon le plus rapidement possible, mais en les posant dans l'ordre. Pour ce faire, on pose des cartes au centre. On peut faire jusqu'à 4 tas de cartes. Il faut évidemment que la première carte... Je continue à tenir mon truc. J'ai été un peu crispée là. Détends-toi, Colline. Donc pour ce faire, on pose les cartes au centre. On peut faire jusqu'à 4 tas, pardon. La première carte doit évidemment être un 1. L'idéal, c'est évidemment de pouvoir poser les cartes de son talon, mais pour ce faire, on a besoin d'utiliser aussi les cartes qu'on a dans sa main, et qui, celles-ci, en fait, à chaque tour, on doit à nouveau avoir 5 cartes. Donc tu peux poser, tu joues un tour, t'arrives à poser 4 cartes. Quand c'est à nouveau à toi le tour suivant, tu reprends 4 cartes, pardon, pour en avoir 5 dans ta main. Et donc le but du jeu, c'est de réussir à poser ces cartes, sachant qu'on peut aussi se faire comme une espèce de stock devant soi en se faisant aussi en fait 4 tas de cartes. Et c'est vraiment un jeu qui est super cool. Il m'attirait pas du tout au début. On a découvert ça quand on était en séjour chez des amis. Et je crois d'ailleurs que la première partie, j'ai même pas joué, j'ai juste observé. Et à partir du moment où j'ai joué, j'ai trouvé ce jeu mais
trop bien. J'espère que j'aurai été en mesure de raconter correctement. Bon, si jamais, n'hésitez pas à aller voir, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube hein, qui expliquent tout ça beaucoup mieux que moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et le deuxième jeu, qui là aussi, je pense, doit être assez connu, enfin qui est pas du tout une sortie récente, mais qui pour nous est une découverte, une fois de plus, qui est très récente, hein, parce que ça doit faire, je sais pas, 10 jours qu'on l'a, c'est Exploding Kittens. C'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans, de 2 à 5 joueurs. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière de la boîte. Ce jeu est une version cat power hautement stratégique de la roulette russe. Les joueurs tirent des cartes jusqu'à ce que quelqu'un pioche un chaton explosif, explose, meurt et soit éliminé. À moins qu'il n'utilise un kit de désamorçage qui peut neutraliser les chatons grâce à un pointeur laser, une chaton thérapie ou des sandwichs à l'herbe à chat. Toutes les autres cartes servent à déplacer, neutraliser ou éviter les chatons explosifs. Alors Exploding Kitten, c'est mon mec qui l'a acheté parce que alors c'est un jeu qu'on voit beaucoup, notamment dès qu'on va dans un magasin de jeux de société. En fait, c'est un jeu, j'ai l'impression, qui est toujours mis en avant. Moi, j'en entends parler depuis pas mal de temps. Et puis un jour, voilà, mon mec m'achète le jeu et il me dit tiens, vas-y, on va tester. Je vous avoue que première partie qu'on joue tous les deux, on n'est vraiment pas emballé. Parce que je pense qu'on comprend pas l'intérêt et le concept un peu profond du jeu. Et puis mon fils tombe dessus et il veut jouer, et bon évidemment pour lui faire plaisir, je dis oui bon bah vas-y d'accord on joue. Et là vraiment je découvre en jouant avec mon fils tout le potentiel de ce jeu qui est quand même super cool. Exploding Kittens, c'est vraiment un jeu de stratégie dans lequel, vous l'avez compris, il faut éviter, bon je vous mettrai peut-être plutôt des inserts des cartes parce qu'on va pas bien voir là, donc dans lequel il faut éviter de tirer dans la pioche la carte chaton explosif. C'est un jeu dans lequel il faut en fait user de stratégie et de tous les outils qu'on a à notre disposition au travers des cartes, comme par exemple voilà, la carte Chastec qui dit voici une carte chat qui n'a aucun effet toute seule, jouez une paire de cartes Chastec pour voler une carte au hasard à un autre joueur. Donc vous avez voilà, ce type d'action là, donc à savoir prendre une carte chez quelqu'un d'autre, on la retrouve avec plusieurs autres cartes. On a une carte par exemple passe-tour qui permet de passer son tour sans tirer de carte, puisque j'ai pas précisé mais en fait chaque tour se termine par une carte tirée dans la pioche, donc potentiellement bah, tu tombes sur le Exploding Kittens et bah, tu as perdu. Tu as aussi par exemple une carte faveur où un joueur te donne une carte de son choix, tu as des cartes qui permettent de stopper les actions des autres joueurs et que tu peux en fait balancer vraiment à n'importe quel moment. Donc si par exemple moi je joue la carte divination qui permet de regarder les 3 premières cartes de la pioche, et ben en fait quelqu'un peut contrer cette action, enfin ce truc, en posant une carte non. Et une fois de plus, j'espère que j'explique correctement, mais c'est vraiment un jeu, enfin en fait quand tu as compris le truc, c'est hyper cool parce que il faut user tout simplement de stratégie et réussir à utiliser les cartes qu'on a dans sa main de la façon la plus optimale qui soit. C'est un jeu qui est très très fun, qui est assez rapide. Moi je m'y attendais pas du tout, mais vraiment notre fils adore ce jeu et je pense que depuis qu'on l'a acheté on y joue tous les soirs. Donc franchement si comme nous ça fait des années que vous voyez passer ce jeu, que vous en entendez parler etc, mais que vous avez jamais sauté le pas, franchement donnez-lui sa chance parce que c'est ultra cool. Et nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous aurez fait des belles découvertes. Donc si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je le redis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal et sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.